Elles sont plus de 8000 Calédoniennes à subir des violences. Celles qui se produisent dans le cadre conjugal ou intrafamilial sont les plus courantes. Un triste constat, d'autant que les structures devant les accompagner et les aider sont elles aussi en difficulté. On en parlera ce soir avec Guylaine Lombardé, membre de l'Union des femmes francophones d'Océanie. C'est notre œil de la rédaction. Une journée, un espace de transmission intergénérationnelle, c'est ce qu'a proposé aujourd'hui la direction de la culture de la province des îles Loyauté dans la tribu de Mébouette à Marie. Ateliers de teinture, tressage et couture ont rythmé cette journée de partage. Nous le découvrirons à la fin de cette édition. Mais avant de développer ces titres politiques avec la nomination du député Emmanuel Tjibaou à la tête de l'Union calédonienne. Ce dernier a été élu hier, dimanche, à l'issue du 55e congrès du mouvement organisé à la tribu de Mia à Canala. Il succède ainsi à Daniel Goa qui tenait la présidence du mouvement depuis 12 ans. À noter que Gilbert Thuyenon a aussi quitté le bureau. Et je vous le disais en titre, ce lundi 25 novembre est une journée dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais si la lumière est mise aujourd'hui, c'est au quotidien que ce combat doit être mené par chacun d'entre nous. On en parle tout de suite dans notre œil de la rédaction. Chaque année, plus de 8000 Calédoniennes subissent des violences. Les violences conjugales et intrafamiliales sont les plus courantes. Le pays est d'ailleurs le territoire le plus touché par ce fléau dans l'espace national, avec près de 9 victimes sur 10 qui sont des femmes. Un triste constat, d'autant que les structures devant les accompagner sont elles aussi en difficulté. Audrey Pouety et Maëlys Vézir. Au mois d'août dernier, les familles hébergées au foyer Béthanie protestaient contre la fermeture de l'établissement. Cette structure d'hébergement pour victimes de violences accueillait depuis de nombreuses années des femmes et des enfants en difficulté. En fermant ses portes, 8 familles se sont retrouvées sans solution. L'association Cris et Pleurs de Femmes s'est ensuite mobilisée pour leur venir en aide en partenariat avec la SIC, car aujourd'hui, les structures d'accueil sont en grande difficulté. Il n'y en avait presque plus l'avant 13 mai, hein. Et après 13 mai, mais il ne reste presque plus rien, quoi. Et moi, j'avais à accueillir, par exemple, une fille avec un bébé d'1 semaine. Il n'y a pas de centre. Le 13 mai a été révélateur de choses, mais ces situations-là étaient déjà là avant le 13 mai. Aujourd'hui, il n'y a plus tout cet accompagnement. Mais c'est quelle société qu'on veut construire alors? C'est quelle société qu'on veut construire? Si notre peuple, si notre société n'a pas les solutions pour les femmes et les enfants, c'est qu'on a raté des choses. La fermeture du foyer Béthanie a une incidence sur les autres structures d'accompagnement de victimes. À titre d'exemple, l'association Accueil, qui gère le foyer Les Manguiers, Macadam ou encore le foyer d'urgence, affiche complet depuis le 13 mai. Une situation fragile pour ces outils dont certains n'ont pas pu reprendre, comme c'est le cas du dispositif d'urgence d'SOS Écoute, stoppé depuis le mois de janvier. Dès lors où une dame se présente et est en danger imminent, on a moins effectivement de structures disponibles à l'heure actuelle, mais il nous reste encore des dispositifs qui permettent à ces femmes d'être en sécurité pendant quelques jours, le temps qu'on puisse trouver une autre solution, soit avec des partenaires ou soit avec la famille. Avant, on avait 2 structures de placement en urgence, on n'en a plus qu'une qui est souvent pleine, alors ils font ce qu'ils peuvent. C'est pour ça qu'on a d'autres dispositifs, mais il va falloir évidemment trouver des solutions rapidement. Si durant la période des émeutes, les appels de victimes de violences conjugales ou intrafamiliales ont fortement diminué, le bureau d'aide aux victimes constate une nouvelle hausse depuis le mois d'août. Il faut attendre le prochain bilan qui est prévu au mois de décembre. Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous recevons en duplex depuis nos locaux de Nouméa Guylaine Lombardé. Vous avez consacré plus de 30 ans au service de la condition féminine. Vous êtes aujourd'hui membre de l'Union des femmes francophones d'Océanie. Bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci.
Alors, on vient de le voir dans le premier reportage, Marie a subi des violences physiques et morales. Son cas n'est malheureusement pas isolé au pays. Vous êtes membre d'une association de femmes. Dans quelle mesure êtes-vous confrontée à ces situations? Alors malheureusement, Marie a tellement bien décrit la situation et le cycle de la violence. C'est ce que les femmes nous racontent à chaque fois. C'est le même scénario, c'est le même cycle qui se reproduit à chaque fois. Donc nous, au niveau de l'Union des femmes francophones d'Océanie, la présidente, c'est Sonia Tonia, hein, qui devait venir et qui a un empêchement. Mais l'association a créé en 2019 un refuge temporaire et d'urgence, hein, dont l'entrée se fait uniquement par les services de la gendarmerie. Alors, notre particularité, c'est qu'on n'ouvre que le week-end, parce qu'évidemment, le week-end, tous les services sont fermés. Et notre autre particularité, c'est que c'est géré que par des bénévoles. Nous n'avons pas de salariés. Donc, c'est 52 semaines d'astreinte pour toutes les bénévoles qui ont été formés. Et là, aujourd'hui, la difficulté, c'est effectivement de pouvoir envisager une sortie des femmes, des foyers, globalement, parce que la situation sociale et économique n'est pas vraiment favorable à la réinsertion et à l'accompagnement. On voit bien qu'on a tous des difficultés à ce niveau-là et c'est extrêmement inquiétant. L'autre inquiétude, c'est effectivement qu'il y a peu d'harmonisation dans la prise en charge, si vous voulez, entre les provinces et le gouvernement, peu de coordination, même s'il y a beaucoup de choses qui ont changé et qui ont évolué, et plutôt en bien, je crois que c'est encore insuffisant et que les chiffres le démontrent. 91%, je crois, d'augmentation des violences entre 2019 et 2024, c'est exponentiel, quoi. Justement, avec près de 8300 femmes victimes de violences physiques ou sexuelles, selon les chiffres de l'ISEE de l'enquête cadre de vie et de sécurité de 2022, à quel point est-ce que c'est préoccupant et que traduisent ces chiffres sur notre société? Alors, tout dépend de ce qu'on peut interpréter. C'est soit effectivement que la parole se libère, ça c'est le verre à moitié plein, et puis le verre à moitié vide, c'est que peut-être qu'il y a une aggravation aussi des situations de violence. Vous voyez, on interprète un peu comme on le peut, mais bon, je préfère avoir plutôt une vision optimiste en disant la parole se libère, mais il faut encore travailler énormément parce que c'est beaucoup trop. On a eu 12 féminicides en 5 ans, ce qui est énorme proportionnellement à notre territoire, c'est impossible. Et puis les co-victimes. Il y a les victimes de violences et les co-victimes, les enfants, la famille. On le voit bien, c'est extrêmement important de travailler sur une politique familiale et sur une politique éducative qui fait que on apprend à combattre la violence, à lutter contre les violences et si on ne peut pas l'éliminer, au moins la réduire. Mais nous, on milite pour l'élimination. Alors, vous avez commencé à le développer, on l'a vu dans le deuxième reportage. L'accompagnement des victimes s'est considérablement fragilisé depuis le 13 mai. Vers qui peuvent-elles se tourner aujourd'hui? Il y a toujours les assistantes sociales, mais elles sont débordées. Enfin, tout le monde est un petit peu débordé, en fait. Et puis, il y a aussi que les femmes ne parlent plus aussi facilement depuis quelques mois. On peut pas dire, voilà, nous, on a peu d'appels. On fait pas mal d'écoutes, mais elles préfèrent, les femmes, bien sûr, rester chez elles. Mais l'accompagnement se fait aussi par les intervenantes sociales gendarmerie, qui sont placées auprès des services de gendarmerie, des travailleurs sociaux et puis des associations qui ont disparu, comme Béthanie. Faute de crédit, faute de problèmes de fonctionnement. Nous, les associations, on se sent un petit peu démunis, mais on ne baisse pas les bras. On ne baissera pas les bras. D'après la police municipale à Nouméa en 2024, le nombre de victimes déclarées de violences intrafamiliales a chuté de 24% et le nombre de victimes de violences conjugales de 29%. Comment est-ce que vous l'expliquez?
Alors, je crois qu'il y a beaucoup aussi de femmes qui n'osent pas parler. Il y a une pression sociale, familiale assez forte. Nous, on a reçu dernièrement une femme, ça faisait 26 ans ou 27 ans qu'elle n'avait pas raconté son histoire, qu'elle a gardé ça. Elles attendent que les enfants partent et grandissent pour pouvoir parler. Mais je pense qu'il y a aussi une banalisation, il y a une espèce de déni par rapport aux violences conjugales. On est quand même dans un système assez patriarcal. Donc, oui, je crois qu'il y a une banalisation et un déni des problèmes de violence faites aux femmes. Ce sera le mot de la fin, Guylaine Lombardé, membre de l'Union des femmes francophones d'Océanie. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. Actualité internationale, après 2 semaines d'échanges, la 29e conférence des Nations Unies sur le climat s'est clôturée dans la nuit de samedi à dimanche à Bakou, en Azerbaïdjan. Un accord financier de 300 milliards de dollars par an, soit plus de 34 billions de francs, a été conclu entre les 197 pays réunis. Même si ce chiffre est important, il ne fait pas l'unanimité. Le point dans la presse avec Océane Zobler. Après 2 semaines de négociations houleuses, les pays en développement exigeaient beaucoup plus pour pouvoir investir dans des énergies bas carbone, mais ils se sont résignés à accepter ce nouvel objectif financier à l'horizon 2035. Le journal Libération rappelle que ce sont les pays désignés comme historiquement responsables du réchauffement qui s'engagent à augmenter de 100 milliards aujourd'hui à au moins 300 milliards de dollars annuels d'ici 2035, leurs prêts et dons aux pays en développement. Un accord insatisfaisant, comme le souligne dans ce même journal la ministre de la Transition écologique en France, Agnès Pannier-Runacher, qui a jugé l'accord, je cite, « décevant et pas à la hauteur des enjeux ». Contrairement à Joe Biden, pour qui c'est, je cite, « un grand pas en avant ». D'après le journal Le Monde, l'atmosphère a été plombée par un pilotage à l'aveugle de la part de la présidence azerbaïdjanaise. 2 semaines pendant lesquelles le multilatéralisme de la COP, jusqu'ici plutôt réservé des crises géopolitiques et des guerres en cours, s'est heurté à un mur entre le nord et le sud. Alors même que le réchauffement climatique s'intensifie, comme le souligne le journal Orange, rappelant que 2024 sera sans doute l'année la plus chaude jamais enregistrée, avec au moins 1,5 degré au-dessus de la température moyenne de l'ère pré-industrielle. La représentante indienne a d'ailleurs fait entendre sa colère, puisque l'Inde a connu plusieurs vagues de chaleur extrêmes qui ont fait 210 morts. La représentante du Nigeria s'est également indignée. Des inondations ont touché le pays il y a quelques semaines, faisant 30 morts et 400 000 déplacés. Et de la culture pour refermer cette édition, les mamans du pays ont hérité de connaissances et de savoir-faire qu'il faut préserver et développer. S'il y a quelques années, la transmission se faisait naturellement entre générations, aujourd'hui, il faut créer des espaces de partage dédiés. C'est tout l'objet de la résidence artisanale proposée par la direction de la culture de la province des Îles Loyauté à Néngoné. Toute cette journée, le EICA de Mébouette a accueilli des ateliers de teinture, tressage et couture. Reportage de Diouk Menango. En préparant ces feuilles de pandanus, Pawatiosa partage quelques astuces à la trentaine de Sinéonais venus ce matin apprendre un peu de son art. De la cueillette au tressage, Jamila et Nita ont retenu toutes les étapes, comme celle de la teinture. Pour bouillir de l'eau, après il y a une poudre colorée qu'on verse dans l'eau chaude et puis après ça, quand c'est bien chaud l'eau, on met les feuilles dedans, après ça teint. En fait, il faut que la feuille elle soit lisse et après on enroule pour laisser dans l'eau. Et après on déroule pour sécher. Pour cette audience en majorité novice, l'objectif de la matinée est de tresser sa propre couronne de pandanus. Faut prendre deux feuilles, une qui n'est pas colorée et une colorée. Après, il faut couper. Une 3 et une 4, puis après on commençait à tresser. Au début c'était un peu compliqué, mais après c'est facile. Moi j'apprends comme ça.
ça, après, je vais pouvoir apprendre à d'autres comment on fait des couronnes, des fleurs. La venue de ces jeunes filles est une aubaine pour les mamans détentrices de ces savoirs, d'autant plus que plusieurs types de pandanus sont transformables et que ces matières restent sous-exploitées. Comme nous, là, on est déjà âgés, ben, il faut que les jeunes s'intéressent un peu au... Alors, je suis contente parce que là, il y a des jeunes filles qui sont là pour travailler. Moi, je suis contente pour que le tressage va toujours durer, quoi. Il y a le wedge qu'on fait pour tresser, puis il y a le nada. Le nada, on ne tresse pas, mais on utilise, c'est pour couvrir les cases, à la finition de la case. Et puis il y a le bow wedge qui pousse tout seul au bord des mers. Mais avant, nous, on utilisait aussi ça pour le tressage, pour les sacs, les nattes, tout ça. L'atelier se poursuit avec de la couture. La résidence itinérante se poursuit et s'arrêtera demain à la tribu de Wabao, puis Wakone, avant de s'installer dans les locaux de la province des îles lors d'une porte ouverte ce jeudi à La Roche. Et on arrive au terme de cette édition. Tout de suite après, retrouvez Adrien Espinoza pour un nouveau Lundi Sport. Et ce soir, il reçoit Marie de Biasio, la première calédonienne championne de jiu-jitsu brésilien dans sa catégorie, et c'est à 18h30. Et puis à 19h55, découvrez Kanak, le souffle des ancêtres, un documentaire d'Emmanuel Desbouygues et Dorothée Tromparon. Sur les traces d'Emmanuel Casarero et de Roger Boulet, appréciez le travail mené à travers l'inventaire du patrimoine kanak dispersé dans les musées français et européens. Et à leur côté, écoutez ceux qui, depuis plus de 30 ans, œuvrent en faveur de la culture kanak. C'est la fin de ce journal. Pour rappel, le couvre-feu est toujours de rigueur de minuit à 5 h du matin. Merci de nous avoir suivis et passez une excellente soirée sur Calédonia.